Un voile de suspicion plane sur la mort de l'acteur oscarisé Gene Hackman et de son épouse, dont les corps ont été retrouvés à leur domicile de Santa Fe. Le FBI a découvert des fichiers troublants sur un disque dur dissimulé dans le tunnel secret de Gene Hackman. Depuis, aucune information n'a été divulguée quant à son contenu. La plupart du temps, lorsqu'un drame survient avec plusieurs décès, il y a quelque chose de sinistre. Ce qui avait commencé comme une simple visite de contrôle chez un acteur de 95 ans s'est transformé en opération fédérale dès que les enquêteurs ont découvert un passage secret sous sa bibliothèque privée, des archives souterraines scellées depuis des décennies et un disque dur contenant des recherches si précises, si bien organisées et si directement liées à des documents gouvernementaux classifiés que l'affaire a été classée sans suite avant même la fin de la première journée. Le FBI connaît le contenu de ces dossiers. Le public, lui, l'ignore. Et c'est précisément ce fossé que cette vidéo explore. Ces portes qui restaient closes. Le matin du 26 février 2025, un homme à tout faire passa un coup de fil qui allait discrètement déclencher l'une des enquêtes fédérales les plus insolites de ces dernières années. Pendant des jours, il avait tenté de joindre quelqu'un au sein de la propriété Hackman. Ses appels restèrent sans réponse. Ses messages disparurent. La maison, qui avait fonctionné avec une précision discrète et organisée pendant des années, était devenue totalement silencieuse. Les adjointes du shérif empruntèrent une longue route de terre sinueuse, traversant les contreforts du nord du Nouveau-Mexique. Des pins pignons et des genévriers entouraient la propriété de part et d'autre, obstruant complètement la vue. La maison principale restait invisible jusqu'à ce qu'on soit presque arrivé au portail. Les voisins décrivaient depuis longtemps le domaine Hackman comme l'une des propriétés les plus privées de la région. Aucun visiteur de passage n'avait de raison de s'y attarder. Betsy et nous étions voisines. Elles adoraient le mode de vie de Santa Fe et considéraient cette ville comme leur chez-soi. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé les portails verrouillés. Ce simple détail a tout changé avant même le début officiel de l'enquête. La propriété avait été conçue pour rester hermétiquement close à moins qu'une personne à l'intérieur ne l'ouvre délibérément. Clôture périmétrique renforcée, système de surveillance portail d'accès, contrôlé 24 heures sur 24. Chaque point d'accès avait une fonction précise. Chaque serrure était intentionnelle. Ce n'était pas un endroit où quelqu'un avait oublié de laisser la porte ouverte. Les policiers ont forcé les serrures et pénétré dans la propriété. Le silence y était assourdissant. Aucun véhicule, aucun employé, aucune sale lumière aux fenêtres. Les imposantes demeures se tenaient immobiles parmi les arbres, comme si rien ne les dérangeait, dans une atmosphère qui évoquait moins l'intimité que le calme plat. Les agents ont fouillé la propriété et ont découvert les corps de Gene Hackman et de sa femme Betsy Arakawa. À l'intérieur de la maison, Gene Hackman, 95 ans, son épouse Betsy Arakawa, 65 ans, et leurs chiens ont été retrouvés sans vie. Les images de la caméra corporelle des policiers montrent ces derniers en découvrant le corps de Mme Arakawa, 65 ans, dans une salle de bain. M. Hackman, 95 ans, a été retrouvé près de la cuisine à proximité de la porte d'entrée. Les médecins légistes ont déterminé qu'Arakawa était décédé en premier des suites d'une infection virale grave et fulgurante appelée VIH. Hackman est décédé quelques jours plus tard d'une insuffisance cardiaque, la maladie d'Alzheimer, à un stade avancé, étant considérée comme un facteur contributif. Les déclarations officielles indiquaient qu'aucun des deux décès n'était dû à des actes de violence. Sur le papier, cela ressemblait à une tragédie. 2 personnes âgées décédées seules dans une maison isolée avant même l'arrivée des secours. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée là. Lors de la fouille des lieux, les enquêteurs ont découvert un ordinateur portable ouvert sur le bureau de la bibliothèque privée de Hackman. Ils l'ont immédiatement signalé. Et ce que cet écran révélait explique pourquoi cette affaire a déraillé avant même la fin de la première journée. La pièce qu'il ne quittait jamais. Tard dans la nuit, bien après que la plupart des membres de la maisonnée se soient endormis, Gene Hackman travaillait. Ceux qui ont visité la propriété dans ses premières années décrivaient un rituel immuable. Hackman
À son bureau, dans sa bibliothèque privée, une lampe de lecture à la lumière tamisée. Un ouvrage de référence ouvert à côté de sa main, sur une page couverte de notes marginales de sa propre écriture soignée. Il travaillait comme un détective sur une affaire non résolue, patient, sans précipitation, convaincu que la réponse se trouvait toujours là, à condition de chercher avec suffisamment d'effort et de persévérance. Son écriture était méticuleuse jusque dans les marges soulignements encadrés, flèches reliant des passages séparés par des dizaines de pages. Il consultait et référençait des ouvrages comme un enquêteur construit d'une chronologie, un fait en entraînant un autre. Une carte annotée d'un récit qu'il assemblait pièce par pièce au fil des mois et des années. Après avoir pris sa retraite d'acteur en 2004, cette pièce était devenue le centre de sa vie. Le bureau faisait face à un mur de bibliothèque, ce qui signifiait que, pendant 20 ans, Gene Hackman était assis face à ce que les enquêteurs finiraient par découvrir dissimulé derrière. C'était le premier endroit où il se rendait. La bibliothèque paraissait ordinaire au premier abord. De hautes étagères tapissaient tous les murs des meubles anciens étaient baignés d'une lumière chaude. Des ouvrages rares étaient soigneusement rangés à côté d'œuvres d'art, encadrées et de manuscrits épars. Des éditions originales côtoyaient des documents de recherche abondamment annotés. Voici ce qu'ils ont constaté en explorant prudemment la pièce. Des livres avaient été déplacés et remis en place dans le désordre. Une lourde chaise portait des traces de frottement récentes sur le parquet. Plusieurs tiroirs étaient entr'ouverts, comme si quelqu'un les avait fouillés à la hâte sans prendre la peine de les refermer. La poussière sur certaines étagères était répartie de façon irrégulière en décalage avec le reste de la pièce. Quelqu'un avait manifestement travaillé là récemment et sans précaution. Ils ont ensuite examiné l'ordinateur portable, l'historique de navigation, l'arborescence des dossiers et les documents ouverts sur le bureau. Les recherches menées par Hackman dans les semaines précédant sa mort étaient précises, organisées et approfondies. Les enquêteurs commencèrent à recouper ce qu'ils voyaient à l'écran avec les documents qui remplissaient les étagères autour d'eux. Construction de la guerre froide, installation souterraine du nord du Nouveau-Mexique, programmes fédéraux classifiés du milieu du siècle. Cela ne ressemblait pas à la documentation d'un roman. On aurait dit que quelqu'un essayait de confirmer une découverte antérieure. C'est alors que l'un des agents remarqua le mur derrière une section d'étagères. Les panneaux de bois se mettaient pas parfaitement alignés avec le cadre. Une petite imperfection. Le genre de détail devant lequel on passe 1000 fois sans y prêter attention, mais qu'une fois remarqué, impossible d'ignorer. En y regardant de plus près, on découvrit un mécanisme de déclenchement dissimulé intégré directement dans le cadre en bois. Un petit point d'activation caché derrière une rangée de livres à la hauteur exacte de la main d'un homme assis. Personne ne bougea. Si vous n'êtes peut-être pas encore abonné, faites-le maintenant, car la découverte faite au pied de cet escalier change tout sur les agissements de Gene Hackman dans cette maison. Ce que le tunnel a révélé. Lorsque les enquêteurs ont actionné le mécanisme, une section du mur s'est déplacée vers l'intérieur avec une précision mécanique parfaite. Un panneau dissimulé s'est ouvert silencieusement dans l'obscurité. Derrière un étroit escalier de pierre descendait sous terre. La pente s'accentuait à chaque marche. L'air changea brusquement plus frais, plus lourd. Il portait une légère odeur métallique de rouille, et cette humidité qui ne s'accumule que dans la pierre restait à l'abri de la lumière du jour pendant des décennies. Des faisceaux de lampes torches balayaient les surfaces rugueuses. Un agent posa la main contre le mur et la retira lentement sans dire un mot. Voilà le problème avec ce tunnel, il n'a pas. L'ensemble paraissait homogène. En réalité, il semblait composé de plusieurs projets distincts, construits les uns sur les autres au fil des générations. Les parties supérieures témoignaient d'une modernisation délibérée. Supports en béton étaient en acier câbles électriques partiellement encastrés dans les murs, comme si l'installation électrique avait été interrompue en cours de route. Mais plus on s'enfonçait, plus les matériaux changeaient radicalement. La maçonnerie inférieure était taillée à la main, marquée de ciseaux traditionnels, pas de machine. Les joints irréguliers entre les blocs de pierre témoignent d'un travail artisanal imparfait.
caractéristique des fouilles du début du 20e siècle plutôt que des constructions postérieures à la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs qui ont examiné ultérieurement des photographies de la structure ont conclu que les parties inférieures avaient probablement été construites des décennies avant la maison située au-dessus, peut-être dès le premier quart des années 1900. À l'époque où Gene Hackman s'y était installé, le tunnel sous sa bibliothèque existait peut-être déjà. Quelqu'un d'autre l'a construit, quelqu'un d'autre l'a renforcé, quelqu'un d'autre a dissimulé l'entrée dans les murs de ce qui allait devenir son bureau privé. Demandez-vous, quel genre de personne creuse un tunnel secret sous une propriété et conçoit ensuite l'entrée derrière un mécanisme d'ouverture de bibliothèque à hauteur de main? C'est pas un hasard architectural, c'est un choix délibéré. La géologie du nord du Nouveau-Mexique rendait le creusement du tunnel possible roches volcaniques grétaires compactées. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, des chambres souterraines étaient régulièrement construites sous les maisons et les ranchs pour servir d'espace de stockage et d'abri. Certaines furent renforcées et enfouies sous les propriétés en expansion. D'autres tombèrent simplement dans l'oubli au fil des changements de propriétaires. Mais les parties inférieures de ce tunnel ne ressemblaient ni à un entrepôt de nourriture, ni à un abri anti-tempête. Elles semblaient être les prémices d'une construction destinée à un tout autre usage. Et l'escalier ne débouchait pas sur un mur. Il menait à une pièce les archives souterraines. La chambre au fond du tunnel ressemblait moins à un entrepôt qu'à un lieu où des informations avaient été délibérément enfouies. De vieilles caisses en bois tapissaient les murs du sol au plafond. Certaines s'étaient effondrées sous leur propre poids, déversant leur contenu sur le sol de pierre, en tas recouvert d'une épaisse couche de poussière. D'autres caisses restèrent scellées, leur couvercle déformé par le temps, mais toujours intact. La pièce avait l'aspect d'un lieu jadis organisé avec un but précis et une grande rigueur, puis scellé et oublié. À l'intérieur, les enquêteurs découvrirent des documents, des photographies et des instruments métalliques couvrant plusieurs décennies. Plusieurs photographies dataient du début du 20e siècle. Des groupes d'hommes vêtus de costumes sombres et de lourds manteaux étaient rassemblés autour de tables couvertes de cartes et de dessins techniques, ce qui situait les réunions dans les années 1920 ou 1930. Sur plusieurs photos, les hommes ne posaient pas. Ils travaillaient de la tête, penchés sur ce qui semblait être des plans d'architecture ou des schémas techniques. L'un d'eux désignait une partie précise d'un dessin sous le regard des autres. Une photographie portait une date manuscrite dans un coin 1937. Aucune des personnes figurant sur cette photo n'a été identifiée publiquement. Les documents étaient plus difficiles à déchiffrer et plus inquiétants encore. Nombre d'entre eux étaient écrits à l'encre délavée sur un papier devenu cassant avec le temps. D'autres étaient des copies carbone de machines à écrire fournies par l'administration. Plusieurs pages contenaient des annotations codées ainsi que des listes partielles de noms. Des noms qui ne figuraient dans aucun registre public accessible. Certaines pages étaient partiellement brûlées. Leurs bords étaient carbonisés et fragiles, comme si quelqu'un avait tenté de détruire le contenu de cette pièce avant d'abandonner. Quoi qu'ils aient essayé d'effacer, ils n'y sont jamais parvenus. Parmi les documents se trouvaient des instruments métalliques, des compas de dessin, des outils des outils de mesure et de petites composants mécaniques ressemblant à des pièces d'anciens équipements topographiques gouvernementaux, du type de ceux utilisés par les ingénieurs fédéraux pour documenter les infrastructures classifiées du Nouveau-Mexique lors des périodes de construction souterraine intensive. C'est ce qui a interpellé les enquêteurs. Plusieurs pages étaient écrites dans ce qui semblait être une notation sténographique personnelle et non un code gouvernemental standard. Il s'agissait plutôt d'un code privé, un système de symboles abrégés et de fragments de mots incompréhensibles pour quiconque n'était pas formé à le déchiffrer. Ces pages présentaient les mêmes traces de brûlure que le reste des documents. Celui ou celle qui a tenté de détruire les archives visait spécifiquement les données codées. Il ne s'agissait pas d'un simple nettoyage aléatoire, mais d'une suppression ciblée. Cette personne a été interrompue avant d'avoir pu terminer, ou bien elle n'a pas eu le courage de le faire. Dans une caisse scellée à l'écart du reste et enveloppée dans une toile cirée, qu'il avait remarquablement mieux conservée que tout autre objet de la pièce.
les enquêteurs ont découvert un simple dossier en papier craft. Son contenu n'a pas été divulgué. Il est toutefois confirmé que le dossier a été retiré des lieux séparément de tous les autres éléments et transporté directement dans un laboratoire fédéral pour y être examiné. Ce dossier fait partie des éléments que le FBI n'a jamais évoqués publiquement depuis. Au fond de la pièce encastrée dans le mur de pierre se trouvait une porte en fer verrouillée du mauvais côté. La porte se verrouillait de l'intérieur. Cette porte en fer n'était pas de la même époque que le tunnel qui l'entourait. Sa construction en acier était comparable aux portes blindées installées dans les bâtiments gouvernementaux sécurisés au milieu du siècle, un épais revêtement métallique. De larges charnières de rivetées ancrées directement dans la pierre environnante avec une solidité à toute épreuve. Même après des années passées dans un environnement humide et pauvre en oxygène, la porte était restée intacte d'une robustesse inconcevable pour une propriété résidentielle privée. Voici le détail qui a interpellé les enquêteurs. Le mécanisme de verrouillage était orienté vers l'extérieur en direction de la pièce où se trouvaient les enquêteurs. La porte était verrouillée de l'autre côté. Celui ou celle qui a verrouillé la porte ne se trouvait pas dans la pièce où il ou elle était. Cette personne était à l'intérieur de ce qui se trouvait au-delà de la porte, dans un espace que personne dans cette équipe n'avait encore vu. Un espace que les autorités n'avaient jamais publiquement confirmé ni décrit au moment de cet enregistrement. Personne ne parla. La surface en acier présentait de légères marques d'usinage. Fabrication industrielle non artisanale. Son épaisseur et son système de renforcement correspondaient aux portes de chambre fortes utilisées dans les installations sécurisées du milieu du 20e siècle, conçues pour protéger les archives classifiées contre les effractions et les dommages environnementaux. Les charnières étaient montées à l'intérieur. Une caractéristique quasi exclusive des bunkers, où les portes sont conçues pour résister à la pression extérieure. Le long des bords du cadre, les enquêteurs ont trouvé des traces d'un épais matériau de plafond en caoutchouc du type utilisé dans les environnements hermétiques. Quelqu'un a construit cette porte pour protéger ce qui se trouvait de l'autre côté. Et la dernière personne à l'avoir verrouillée se trouvait à l'intérieur. Imaginez un peu, juste au-dessus de cette porte en fer à l'étage supérieur, accessible par un passage technique dissimulé, menant à un escalier en pierre dont personne en dehors de cette enquête ne connaissait l'existence. Se trouvait un ordinateur portable sur un bureau. Ouvert les fichiers organisés des recherches pointant directement vers cette pièce, et un disque dur caché contenant des documents suffisamment troublants pour transformer une enquête pour mort naturelle en une opération fédérale. Le FBI a découvert le contenu de ce disque. Depuis, ils n'ont pas soufflé mot à ce sujet. L'ombre de Los Alamos plane. Il y a quelque chose que vous devez comprendre concernant l'emplacement de cette propriété. Los Alamos se trouve à moins d'1 heure de route de la propriété Hackman. Au début des années 1940, le gouvernement américain a transformé cette région montagneuse isolée en centre opérationnel du projet Manhattan. Des scientifiques et des ingénieurs arrivèrent dans le plus grand secret. Les routes furent retirées des cartes publiques. La région fut placée sous le dispositif de sécurité le plus important de l'histoire américaine. Ce qui se passait dans ces montagnes devait rester un secret bien gardé. Après la guerre, le secret ne fut pas levé, il évolua. Durant toute la guerre froide, le nord du Nouveau-Mexique abrita des laboratoires classifiés des centres de recherche et des installations souterraines. Le laboratoire national de Los Alamos s'est développé de manière constante, menant des travaux sur l'ingénierie des armements et des programmes de sécurité nationale restés classifiés pendant des décennies. Des constructions souterraines ont eu lieu dans toute la région. Bunkers renforcés, laboratoires souterrains, zones de stockage protégées creusées directement dans la roche du plateau. Certaines ont été démantelées, d'autres scellées. D'autres encore ont complètement disparu des archives au fil des changements de programme et de l'accumulation des niveaux de classification. Posons-nous maintenant la question à laquelle les enquêteurs n'ont jamais répondu publiquement. Et si le tunnel sous la propriété Hackman n'avait pas été construit dans le cadre d'un projet de construction privée?
Et si cette maison avait été construite à l'époque où le nord du Nouveau-Mexique était la zone la plus secrète au monde, cela expliquerait pourquoi les sections les plus anciennes du tunnel ressemblent davantage à une installation gouvernementale sécurisée qu'à un sous-sol d'habitation. Cela expliquerait la porte blindée construite selon les normes fédérales du milieu du 20e siècle. Cela expliquerait l'entrée dissimulée conçue avec une grande précision, ni cadenas, ni panneaux de contreplaqué, mais un mécanisme intégré de façon permanente à la structure même de la maison. Cela expliquerait pourquoi, lorsque l'ordinateur portable de Hackman a été ouvert ce matin de février, les enquêteurs fédéraux ont immédiatement décidé que cette affaire nécessitait leur intervention. Que contenait le disque dur? Voici ce que nous savons. Lorsque les enquêteurs ont accédé à l'appareil sur le bureau de Hackman et au disque dur caché qui y était connecté, leurs découvertes ont entraîné une intervention fédérale d'une ampleur bien supérieure à celle d'une mort naturelle. Des sources proches de l'enquête ont indiqué que les données présentes sur le disque dur étaient directement liées au contenu des archives souterraines, que les deux découvertes n'étaient pas fortuites et que Hackman n'avait pas simplement hérité de cet espace souterrain sans en connaître le contenu. Il savait qu'il y menait des recherches depuis des années. L'arborescence du disque dur contenait des dossiers de recherche organisés couvrant des sujets satiriques correspondant précisément à la période historique représentée par les documents ci-dessous. On y trouvait des photographies numérisées, des résumés dactylographiés, des chronologies de référence croisées de la correspondance avec des historiens, des archivistes et au moins une personne liée à un centre d'archives fédéral. Selon certaines sources, un dossier a immédiatement attiré l'attention, non pas en raison de son intitulé, mais de son contenu, une tentative structurée menée pendant des années d'identifier l'origine de la construction du tunnel et de la situer par rapport aux infrastructures fédérales classifiées connues. Des programmes ont été mis en œuvre dans le nord du Nouveau-Mexique entre 1930 et 1960. Le récit ne ressemblait pas à celui d'un romancier cherchant à créer une atmosphère particulière. Il donnait plutôt l'impression d'une personne ayant fait une découverte et tentant d'en comprendre le sens et d'identifier les instigateurs. C'est là toute la complexité du terme « troublant ». Il ne s'applique pas à des photographies, des aveux ou des documents classifiés pris isolément. Il décrit ce qui se produit lorsqu'un schéma se dessine clairement, lorsque les éléments d'une enquête privée, menée pendant 1 an seul dans une pièce fermée à clé, au-dessus d'un tunnel dissimulé, convergeant vers quelque chose que le gouvernement fédéral s'est efforcé pendant des décennies de cacher. Les recherches ne se sont pas contentées de mentionner des programmes classifiés. Elles les ont nommés. Elles les ont cartographiées géographiquement sur la propriété. Elles ont mis en évidence une période de construction précise. Et quelle que soit la conclusion à laquelle ces recherches aboutissaient, Hackman était sur le point de les mener à bien lorsqu'il est décédé. Le FBI a saisi le disque dur. Ils ont supprimé le dossier de Manille. Ils n'ont fourni aucune information publique à ce sujet. Cette absence n'est pas anodine. Les enquêtes qui se concluent proprement sont généralement rendues publiques. En revanche, elles n'impliquent pas de ressources fédérales de fouilles médico-légales approfondies, ni le retrait discret de documents d'archives d'une pièce qui n'aurait jamais dû exister. Quoique Hackman ait découvert, il l'a découvert seul. Puis, il a cessé de téléphoner et de recevoir des visites. Le silence s'installa dans la maison durant les semaines précédant sa mort. Non pas celui d'un homme qui se retire, mais celui d'un homme arrivé au terme d'une vie et désemparé. Une vie bâtie sur les secrets. Gene Hackman a consacré sa carrière à incarner des hommes conscients du poids des informations classifiées. La French Connection, la conversation, l'ennemi de l'État. Le pouvoir absolu. Film après film, il incarnait cet homme qui savait précisément où se cachait le savoir dangereux et comprenait parfaitement le sort réservé à ceux qui s'en approchaient de trop près, longtemps. Cela paraissait évident. Ses performances témoignent du talent d'un acteur doué capable de jouer l'intensité. Voyez-les maintenant depuis l'extérieur de cette propriété de Sainte-Fé, des véhicules fédéraux sur les lieux, des enquêteurs descendant un escalier dissimulé sous sa bibliothèque privée.
une chambre souterraine scellée, une porte en fer verrouillée de l'intérieur, un disque dur caché retiré et transporté dans un centre de détention fédéral, et un mur de silence officiel si total qu'aucun détail concernant le contenu de ces archives n'a été rendu public. Les personnes qui ont collaboré avec Hackman à son roman historique décrivent un homme qui a passé des mois à traquer les sources primaires, qui a contacté les archivistes avec la persévérance d'un journaliste d'investigation, qui a refusé d'accepter des témoignages indirects lorsqu'une documentation originale pouvait exister. Patient, méthodique, absolument convaincu que la réponse se trouvait toujours à condition de chercher suffisamment. Or, il convient de s'intéresser à la propriété où il a vécu pendant 20 ans, un domaine isolé aux abords de Santa Fe. Clôture périmétrique, renforcée bibliothèque, remplie de volumes annotés sur les infrastructures de la guerre froide. Les programmes gouvernementaux, les programmes gouvernementaux classifiés et l'histoire des travaux souterrains du nord du Nouveau-Mexique, marge couverte de son écriture, pages de références marquées et indexées. Un passage mécanique dissimulé derrière un déclencheur d'étagère. Tout ça, c'est à hauteur de main. Des archives souterraines contenant des documents centenaires. Des enregistrements codés partiellement brûlés et un dossier scellé retiré par les agents fédéraux. Un ordinateur portable et un disque dur caché contenant suffisamment d'éléments pour transformer un simple contrôle d'aide sociale en une opération fédérale. Ce n'est pas une retraite. C'est un projet. Rien de tout cela ne confirme l'implication de Hackman dans des activités illégales. Mais le domaine où il a passé ces dernières années n'était pas le havre de paix, loin de la vie publique, qu'il laissait paraître depuis la route. Que reste-t-il secret? Aucune déclaration officielle n'a abordé l'ensemble des découvertes faites sous la propriété Hackman. Le contenu des archives souterraines n'a pas été catalogué publiquement. La porte en fer n'a été mentionnée dans aucune conférence de presse. Le lien entre l'ordinateur portable, le disque dur caché et la pièce située sous la bibliothèque n'a jamais été ni confirmé ni infirmé. Lorsque des journalistes ont cherché à obtenir des éclaircissements sur la dimension fédérale de l'affaire, ils ont été renvoyés à des déclarations ne traitant que des causes de décès confirmées, laissant sans réponse publique toutes les questions concernant la propriété elle-même. Réfléchissez aux conséquences structurelles de cette situation. Lorsque les forces de l'ordre confirment la clôture d'une affaire, elles publient leurs conclusions. Elles expliquent leurs découvertes et pourquoi aucune enquête supplémentaire n'a été jugée nécessaire. L'absence de ces explications n'est pas un simple retard administratif. C'est une décision. Quelqu'un a décidé que le contenu de ce disque dur, de ce dossier de Manille et de ses archives ne serait pas divulgué. Cette décision a été prise à un niveau supérieur à celui de l'enquête locale et elle est maintenue. Ce silence constitue une information en soi. Le tunnel sous cette bibliothèque fut construit par une personne renforcée par une autre, puis dissimulé dans les murs d'une maison. Préservé pendant des décennies, il subit des transformations jusqu'au matin. Des appels restés sans réponse menèrent les policiers à un portail verrouillé par un froid matin de février 2025. Hackman était peut-être le premier propriétaire à avoir réellement compris ce qui se cachait là-dessous. Qu'il ait découvert le passage et passé 20 ans à remonter le fil de son contenu, ou qu'il ait bâti toute sa vie à Santa Fe spécifiquement autour du projet de l'étudier. Personne en dehors de l'enquête ne peut l'affirmer avec certitude. Ce que nous savons, c'est que le déclencheur dissimulé était positionné exactement à la hauteur de sa main lorsqu'il était assis. Ce que nous savons, c'est que son bureau faisait face directement à ses étagères. Ce que nous savons, c'est que les recherches effectuées sur ce disque dur étaient organisées, méthodiques et visant une conclusion précise. Elles étaient le fruit de plusieurs années de travail. Ce qui est clair, c'est qu'au moment où son corps a été découvert, qu'au moment où l'homme qui vivait dans cette maison se posait depuis longtemps des questions très sérieuses sur ce qui se cachait en dessous et ce de manière systématique. Avec la même rigueur et la même méthodique discipline qu'il avait appliquée pendant des décennies à ses recherches historiques. Il recoupait les informations, vérifiait, reconstituait le dossier pièce par pièce dans la pièce située juste au-dessus de l'objet qu'il tentait de comprendre.
Et les réponses qu'une homme qui l'a trouvé ou indignables sont consignées dans des fichiers sur un disque dur caché, dont le FBI n'a jamais parlé publiquement depuis le jour où ils ont quitté cette bibliothèque. Quelque part derrière cette porte en fer verrouillée de l'intérieur, construite selon les normes des coffres-forts gouvernementaux, scellée dans une chambre sous le bureau privé d'un homme décédé, se trouve une pièce dont personne n'a jamais parlé publiquement. Un espace qui attend d'être ouvert depuis bien plus longtemps que Hackman n'était en vie. Et quoi qu'il contienne, le gouvernement fédéral le détient depuis des mois et n'a rien dit. La porte en fer, le disque dur, le silence. Ce n'est pas une affaire classée, c'est quelque chose qu'on étouffe. Abonnez-vous dès maintenant, car quand cette histoire éclatera, et elle éclatera, vous devez être là.